Bonjour, aujourd'hui je voulais vous retrouver sous un format un peu différent, un format vlog dans lequel je me confie à vous sur des choses un peu plus personnelles. Voilà, vous apporter un petit peu ma vision des choses, le recul que j'ai pris aussi sur ce qui m'est arrivé. J'espère que ça va vous inspirer, en tout cas vous divertir. Et donc, c'est parti. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est quelque chose que je regarde souvent sur YouTube. À chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, je le regarde. C'est un petit épisode du magazine Vogue qui s'introduit chez les gens, ça s'appelle Une fille, un style, et qui va visiter les appartements, les maisons, les dressings aussi des personnes. Moi, j'appellerais ça plutôt une fille des styles, parce que je pense qu'on n'a pas un seul style, on en a plein. Et ce que j'aime bien dans ce petit reportage, c'est que la personne se confie en fait sur tous les objets qu'elle possède, sur leur histoire, sur ce que ça lui fait émotionnellement. Et on se rend compte que bien souvent, ce qui la touche le plus, c'est pas forcément ce qui vaut le plus cher. Moi, par exemple, s'il y avait le feu chez moi, je regretterais pas spécialement ma table qui m'a coûté une fortune et que j'ai fait faite sur mesure. Par contre, je regretterais un cadeau qu'une amie m'a fait, elle l'a fait de ses mains. Et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir que parfois, on s'imaginait que c'était les choses les plus chères auxquelles on tenait le plus et en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Parfois, on se fait tout un film, tout un fantasme du monde des riches et on se rend compte qu'en fait, on a déjà tout. Donc j'ai beaucoup aimé cette émission qui permet aussi de nuancer les choses. C'est-à-dire que j'ai eu toute une période très minimaliste. J'étais à fond Bea Johnson, zéro déchet, on fait du tri, on simplifie la vie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me manquaient et qu'on pouvait trouver un juste équilibre entre n'avoir rien chez soi et avoir tout. Et que même si on avait tout, c'était pas forcément quelque chose de négatif. Posséder des choses, être matérialiste, c'était vraiment vu comme quelque chose de négatif. Et en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup nuancé tout ça. Je peux aimer des choses que j'ai chez moi, je peux aimer des fringues, je peux aimer, et même si je les porte pas, juste de les voir, si ça me fait du bien, c'est ok en fait. Donc j'ai réussi à mettre vraiment mon curseur là où ça me faisait du bien. J'ai eu besoin d'aller vivre des extrêmes, d'aller voir ce que ça faisait d'être à fond dans le minimalisme, d'être à fond dans le zéro déchet. Et puis j'ai trouvé où placer mon curseur. C'est un curseur qui se déplace. Voilà, j'ai besoin de vivre des expériences. Et en ce moment, il est placé à tel endroit et ça me convient très bien comme ça. En fait, l'idée, c'est que notre curseur soit placé là où ça nous fait du bien. Donc voilà, j'ai réussi à nuancer pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est OK d'aimer du matériel, mais c'est aussi de m'en détacher. Tout est OK en fait. J'aimerais maintenant vous parler d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais enfant, j'étais en primaire. On avait un professeur qui avait organisé une chorale et un jour un manager l'a contacté parce qu'il cherchait des talents pour pouvoir faire un disque. Donc cet instituteur a donné mon nom et celui d'une camarade de classe parce qu'on faisait partie des personnes qui chantaient le mieux dans la chorale. On a donc été convoqués dans un studio qui était dans une cave, qui avait une odeur de moisi. Je me rappellerai toujours cette odeur-là parce qu'on y a passé des heures et des heures. On a recruté nos sœurs, on a été à peu près 8 à la fin pour faire ce disque. Et donc on a vécu des choses extraordinaires pour un enfant de 10 ans. Donc on est allé dans un studio d'enregistrement ensuite avec des artistes comme l'affaire Louis Trio. On se croisait dans les couloirs, enfin on était vraiment avec ce monde-là. On a même une des filles qui chantait avec nous qui a été remarquée par le producteur de Vanessa Paradis et qui lui a proposé un truc, mais comme on avait signé un contrat d'exclusivité avec notre manager, elle a été obligée de dire non. Donc peut-être qu'elle aurait fait carrière si elle avait accepté, mais elle était dans notre groupe. Et donc voilà, on a vu ce que c'était que d'enregistrer. On a fait des concerts. Des fois, je rentrais hyper tard le soir parce qu'on avait fait un concert et ma mère me faisait un mot dans le cahier en disant que j'avais pas eu le temps de réviser parce que j'avais passé ma soirée en concert. Voilà, je vivais vraiment un truc incroyable. On avait prévu d'aller à la télé, de faire Michel Drucker, enfin, c'était fun. On a fait donc plein de concerts. On a aussi été diffusé dans les boîtes de nuit. Puis voilà, ça s'est arrêté là, l'aventure s'est arrêtée là. Mais ça reste une super expérience. D'ailleurs, j'ai encore le smile quand j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Et donc aujourd'hui, des années en arrière, je remercie vraiment mes parents d'avoir dit oui. C'était pas du tout leur domaine, c'était pas du tout quelque chose qu'ils connaissaient.
et pourtant ils nous ont laissé vivre cette expérience. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai essayé de garder moi pour mes filles et pour tout le monde. Enfin, même si moi je ne connais pas ce domaine, bah, c'est de laisser vivre l'expérience et de dire oui à des nouvelles expériences. C'est vraiment tout ce que j'ai fait dans ma carrière. À chaque fois qu'on m'a demandé quelque chose qui était hors de ma zone de connu, bah, j'ai dit oui. À chaque fois qu'on dit oui, bah, on agrandit notre zone de connu. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai vécue alors que j'étais toute jeune maman. Je suis tombée enceinte à 19 ans, donc j'ai eu mes filles très tôt. Elles avaient 10 mois d'écart, les deux premières. Et donc, j'ai créé l'entreprise en fantaisie avec mon frère. Cette entreprise, c'était un magasin qu'on avait sur Angers, qui était un peu décalé du centre-ville parce qu'on n'avait pas les moyens en fait de se payer un bon emplacement. Et donc dans ce magasin, je vendais des jouets en bois et les meubles que mon frère fabriquait. C'était des meubles sur mesure et en fonction du rêve de l'enfant, il fabriquait par exemple un lit cabane, une armoire tipi, un lit bateau, enfin tout était possible. Et donc ça marchait dès lors qu'on faisait de la pub, mais dès qu'on faisait plus de pub, les gens venaient pas jusqu'à cette rue-là qui a été en travaux quasiment pendant tout le temps en plus où on a ouvert. Donc on était vraiment mal financièrement, on a dû arrêter au bout de 3 ans. Tous les mardis, j'avais le banquier au téléphone qui m'appelait pour savoir comment j'allais renflouer le compte. Donc on a décidé d'arrêter. Et ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que quand on était au tribunal de commerce, les juges nous ont dit mais c'est génial votre idée, vous êtes sûr que vous voulez arrêter? Même eux, ils n'avaient pas envie qu'on arrête parce qu'ils trouvaient que l'idée était bonne. Au même moment, on a un magazine de décoration qui venait de nous contacter pour faire un reportage sur nous. Et au même moment, une artiste voulait faire un partenariat avec nous. Mais on avait déjà enclenché le dépôt de bilan et on ne pouvait pas faire marche arrière. Donc tout ça, ça a laissé un petit regret, on va dire, parce que c'était génial. Enfin, j'adorais ça quand on allait au salon maison et objets, qu'on choisissait les jouets. J'avais des clients qui venaient entre midi et 2 et qui me disaient oh, c'est ma thérapie de venir vous voir parce que bah, je me replonge dans mon enfance et puis vous parler, ça me fait du bien. Mine de rien, j'étais déjà en train de jouer les thérapeutes. Et donc voilà, c'était vraiment un moment génial que j'ai adoré. Et certains disent qu'il faut passer par plusieurs échecs pour réussir. Alors c'est vrai que moi je suis passée par plusieurs dépôts de bilan avant de réussir mon entreprise, mais je ne suis pas convaincue qu'on soit obligé de passer par là. Je pense que ça aurait pu être une bonne expérience, que j'aurais pu l'arrêter à un moment, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça n'aille plus pour arrêter les choses. Je pense qu'on peut aussi passer de réussite en réussite pour avancer dans la vie. Donc voilà, ça reste vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi travailler avec mon frère, on était très complices. Et donc c'est une chouette expérience dans ma vie. J'aimerais maintenant vous parler de timidité. Je suis à la base une grande timide, même si j'ai pas que cette étiquette-là, même si je ne suis pas que 100% timide, même s'il n'y a qu'une partie de moi qui l'est et pas tout le temps, eh bien c'est quand même quelque chose qui me caractérisait. J'ai fait des études dans le commerce et moi ce que j'aimais c'était ouvrir la porte de mon magasin et que les clients viennent à moi. Et si ils me demandaient un renseignement, je me faisais un plaisir de les aiguiller. Mais par contre, je voulais surtout pas être commerciale et aller frapper à la porte des gens. Je voulais surtout pas m'imposer en fait. D'accord pour qu'ils viennent à moi, mais moi je voulais pas aller vers eux. Et pareil en soirée ou partout. Si quelqu'un venait à moi, c'était ok, j'allais lui parler, mais j'allais pas aller vers lui. Donc c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps. Et quand on m'a proposé de faire mes premières interviews, les premières conférences, j'étais tétanisée, j'étais morte de peur. La première fois que j'ai dû passer à la radio, donc je suis allée dans un studio d'enregistrement qui était dans une caravane. Cette radio, elle allait être diffusée uniquement sur un marché d'un petit village, donc c'était le truc, les gens allaient entendre vraiment très très peu. Mais voilà, j'ai commencé à rôder mon discours et je me suis rendu compte que le journaliste qui me posait des questions, ça m'aidait vachement. Parce qu'en fait, j'étais dans la même dynamique. C'est lui qui venait vers moi en fait en me posant les questions, j'avais juste à y répondre. Et là, j'étais à l'aise dans ces moments-là. Et donc petit à petit, voilà, j'ai fait des conférences. J'étais morte de peur, j'avais mal au ventre. Les premières conférences avec plein de personnes. Je me rappelle que quand j'ai fait par exemple le Vendée Talks, une fois que je suis passée à parler devant 400 personnes ou même plus parce qu'il y avait plein de gens sur YouTube en même temps, j'ai eu l'impression d'avoir sauté à l'élastique. J'ai eu une montée d'adrénaline, j'avais l'impression de me sentir ultra vivante, j'avais l'impression d'être morte et d'être renée juste après. Donc voilà, plus j'ai fait de choses comme ça, plus je me suis sentie à l'aise. Avant, quand je devais enregistrer une vidéo comme celle-ci,
Je supportais pas qu'il y ait Sébastien juste derrière parce que bah, j'avais peur qu'il me juge. J'avais peur de ce que j'allais dire, j'avais peur. Voilà, il a fallu que je dépasse tout ça en fait pour pouvoir vous faire une vidéo comme celle-ci aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous parler de l'expérience de mon livre. Je dis mon livre parce que j'en ai qu'un qui est sorti chez un éditeur. Tous les autres, il y en a plus de 70, ils sont sortis en auto-édition. Et j'aimerais vous raconter un peu toute l'histoire de ces livres. Tout d'abord, ça a commencé avec un ami qui avait sorti un livre chez The Book Edition. Et on lui avait acheté son livre et j'avais regardé par curiosité c'était quoi The Book Edition. Là, j'ai vu que je pouvais éditer mes propres livres sans avoir de personne qui allait me censurer ou décider si c'était vendable ou non. Donc j'ai commencé à faire mes livres chez The Book Edition qui se sont très bien vendus. Et puis un jour, je vais voir une personne que j'ai formée et qui a écrit plusieurs livres. Et je vois donc sur sa table de salle à manger, je vois les livres qu'elle a écrits et je vois Édition Très Daniel. Et je me dis, waouh, j'aimerais bien être édité chez un éditeur comme ça en fait, parce que il sera beaucoup plus diffusé, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir le voir. Et donc voilà, je me mets ça en tête. Et je sais pas, peut-être 2 jours plus tard, je reçois un message sur Instagram des éditions Très Daniel. Elle y est pour rien, hein, parce que je l'avais pensé dans ma tête tout ça. Donc c'est pas elle qui m'a mis en contact avec eux. Ils m'ont trouvé. Alors pour la petite histoire, je pensais qu'ils m'avaient trouvé sur Instagram, mais apparemment ils avaient entendu parler de moi. Et donc ils m'ont proposé d'être l'une de leurs autrices, ce que j'ai bien sûr accepté. J'avais un peu peur de ce qu'ils allaient penser. Quand j'ai écrit ce livre-là, je me disais toujours, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'ils vont me le censurer? Est-ce que je savais pas trop en fait comment ça allait se passer. Mais en tout cas, j'étais hyper contente parce que quand j'avais tenu mon livre de The Book Edition entre les mains, je m'étais dit, oh ouais, ça fait pas grand-chose en fait. Sûrement que ça me fera plus quelque chose quand ça sera un vrai livre d'un vrai éditeur. Je m'étais vraiment imaginé ce que j'allais ressentir. Puis finalement, quand j'ai eu mon livre en main, j'étais contente, hein. Mais c'était pas l'extase que je m'imaginais. En fait, c'était devenu normal parce qu'il y a eu tout un processus, il y a eu des mois et des mois et des mois pour fabriquer ce livre. Et je me suis dit, bon, quand je le verrai dans une librairie, là, vraiment, ça va me faire quelque chose. Quand je le verrai, voilà, présenté avec d'autres livres. Puis quand je l'ai vu présenté, bah, en fait, ça m'a pas fait grand-chose. En fait, c'était normal. En fait, tout ce que je m'étais imaginé extraordinaire était devenu normal parce que j'y étais arrivée, en fait. J'avais accédé à tout ça. Donc, c'était une chouette expérience aussi de faire ce livre chez un éditeur. Il y en a un autre qui est en projet pour la rentrée, mais je ne peux pas vous en parler. Mais voilà, j'ai une fois de plus accepté quand on est venu vers moi. Et si on devait un peu résumer l'ensemble de ce vlog, c'est qu'il y a eu plein d'occasions et d'opportunités dans ma vie et que j'ai toujours dit oui. C'est très très rare que j'ai dit non. Fallait vraiment que je chante pas le truc ou la personne pour dire non. Mais en général, j'ai dit oui. J'étais morte de trouille, mais j'ai dit oui. Parce que s'il y avait une partie de moi morte de trouille, il y avait aussi une partie de moi qui savait que si j'étais morte de trouille, c'est qu'il y avait peut-être un enjeu. Il y avait peut-être quelque chose, pas forcément à gagner pour moi, mais à partager. Quand je faisais des conférences devant plus de personnes, bah forcément, il y allait avoir plus de personnes touchées. Quand cet éditeur m'a édité, il y aurait plus de personnes qui liraient mes livres. Donc oui, souvent quand on a très peur, c'est qu'il y a un grand enjeu. Et qu'en fait, plus j'ai eu peur, plus l'enjeu était grand. Et finalement, bah, en acceptant, j'ai aussi rassuré la partie de moi qui avait peur et j'ai réussi à faire ces choses extraordinaires.